C'est parti. Silence. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cette université d'été. Excuse l'absence de notre animatrice habituelle, Judiga Issad, qui se repose ce soir. Et ce soir, on va avec Abdenour Abdeslam. Et ce soir, nous partons vers une autre région, Amazir, la région du Souss. Le Souss, dont la capitale est Agadir. Et à Agadir, avec nous, Monsieur Boukoubi, qui est anthropologue et spécialiste du monde Amazir et enseignant à l'université Ibn Zhour d'Agadir. Il va nous parler d'une activité culturelle, artistique importante, qui est une des grandes manifestations de la culture amazigh, à savoir le carnaval de Bou, région du Souss. Houssine Bouyakoubi, on te connaît beaucoup plus sous... La coupe. Voilà, on a la même préoccupation, le même souci, c'est que on a un problème de difficulté de connexion, celle qu'on a rencontrée déjà hier. Alors, bon, alors, il y a un problème de connexion, on va reprendre. Hein, les personnes qui certainement n'ont pas entendu Je disais que ce soir, nous sommes sur cette page Facebook de l'université Amazir, l'université d'été. J'excuse l'absence de notre animatrice habituelle, Jediga Issad, et je prends ainsi sa place et je suis content de t'accueillir, Anir Lahoussine Bouya. Je te connais plus ou... Est-ce que tu m'entends? Oui, ça va Oui, mieux. là, c'est parfait. Voilà. Donc, je disais que j'étais heureux de t'accueillir dans cette université d'été, cette première université d'été à Mazir qui est numérique. Et je disais que tu es à Agadir, tu es professeur en anthropologie et ce soir, tu vas nous parler d'une manifestation importante de la culture amazigh de la région du Souss, à savoir le carnaval de Bouilmaouen de cette région du Souss. Voilà, je suis bien entendu, et je le répète, très content de t'accueillir. Et puis, c'est aussi une opportunité, une occasion pour que tous ceux qui suivent cette université d'été te connaissent, te découvrent, connaissent tes travaux, l'intérêt que tu portes aux sociétés amazigh et puis aussi à ce grand événement qui a lieu, je crois, tous les ans, qu'est ce carnaval. Alors, peut-être certainement que tu vas nous dire quelle est la place du carnaval dans les sociétés amazigh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, si j'ai bien compris. C'est dans cette région où tu habites, d'où tu es originaire, que vraiment l'expression du carnaval continue à exister, alors que dans les autres régions amazigh, ce n'est plus le cas. Tu as la parole, mon cher Anir. Merci, Mustapha. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très content de participer avec vous dans les travaux de cette université d'été à Mazir. Je crois la première du genre en ligne. Et
on comprend bien que c'est le contexte de la pandémie Covid-19 qui l'impose. C'est vrai, il nous impose une distanciation sociale, mais la technologie permet quand même de renouer les liens entre les individus, entre les sociétés, en attendant que cette pandémie passe. Je suis content de participer avec vous, tant plus que je connais parfaitement les travaux de la CBF et les Berbères de France et tout ce qu'ils font pour la langue et pour la culture amazigh. Et Mustapha en particulier, avec ses amis, on a vécu des années de travail, qu'il soit à Berber Télévision, qu'il soit à Tamil France, qu'il soit à la CBF. Et vous faites vraiment un travail très intéressant, surtout en France, là où la langue amazigh est, on va dire, considérée comme langue régionale non territorialisée, mais il faut quand même beaucoup de travail pour qu'il soit implanté, surtout chez les jeunes générations qui, de plus en plus, vu le contexte socio-linguistique en France, je crois qu'ils ont quand même des difficultés à apprendre la langue amazigh. Mais en tout cas, ce que vous faites, c'est un travail formidable et qui va permettre au moins de convaincre les politiques de prendre des mesures nécessaires pour sauvegarder et transmettre cette langue. Alors moi, je suis originaire d'ici même, de Taras. C'est un quartier de la ville d'Inzgan, qui se trouve pas loin de la ville d'Agadir, la capitale de Sousse. J'ai fait mes études ici jusqu'à la licence à l'université Ibn Zohr. Et après, j'ai fini mes études en France pour les études supérieures, d'abord à l'université Paris 8, où j'ai effectué un master en histoire sous la direction de l'historien Benjamin Stora, sur le parcours politique et intellectuel de Mohamed Shafir, qui est l'une des figures emblématiques de la revendication amazigh au Maroc. Et après, j'ai fait 2 ans à l'INALCO, où j'ai côtoyé tous les noms connus et reconnus dans le domaine de la recherche amazigh, à savoir Salim Chaker, Abdullah Bonfour, Kamal Exerad, Aghali Zakara et d'autres. Et j'ai fini ma thèse à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales, sous la direction de Tassadit Yassine, où j'ai soutenu une thèse en 2012 sur les représentations des Berbères du Maroc, de les sources coloniales françaises, représentation et domination. Après, je suis rentré à ma ville natale, à Agadir, et aujourd'hui, depuis 2013, je suis professeur d'anthropologie à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir de l'université Ibn Zohr. Et je continue mes recherches dans le domaine qui m'intéresse, à savoir d'abord les sociétés amazigh, tout ce qui est en rapport avec la langue, avec la culture, avec les traditions, avec les mutations sociales que connaissent nos sociétés et bien évidemment la place de la langue et de la culture amazigh au milieu de ces mutations et surtout comment les choses évoluent. Et vous savez qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on vit quand même l'ère que j'appelle l'ère de la reconnaissance, parce que la langue amazigh est passée d'une étape où il y avait une exclusion totale, la non-reconnaissance officielle, dans aucune constitution, ni d'Algérie, ni du Maroc, ni d'autres pays d'Afrique du Nord. Mais aujourd'hui, on a quand même 2 pays qui reconnaissent l'amazigh comme langue officielle, à savoir le Maroc et l'Algérie. D'autres pays qui la reconnaissent comme langue nationale au Niger, par exemple, le Touareg. Mais dans d'autres pays, la Tunisie, la Libye, je crois que la lutte est encore longue pour que la langue amazigh ait cette reconnaissance. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui du carnaval parce que pendant plusieurs années, la lutte pour l'amazighité était centrée, focalisée essentiellement sur la langue. Parce que c'est vrai, la langue est un élément majeur, un élément central dans le débat identitaire. C'est l'élément central qui est menacé. Et c'est pour cela les premiers militants, les premiers chercheurs ont donné plus d'importance à la langue amazigh. La langue aussi, c'est le caractère, hein, c'est ce qui caractérise plus, si vous voulez, pas seulement, mais entre autres choses, mais ce qui caractérise plus un amazigh, c'est d'abord sa langue. On est amazigh par la langue, et si on perd la langue, on peut être, je crois, autre chose, hein, même si on reconnaît qu'on appartient à la culture amazigh, mais la place de la langue est importante.
mais avec le temps, je crois que les recherches se sont orientées un peu plus vers d'autres aspects de la culture amazigh, pas seulement la langue, mais il y a aussi la littérature, hein, tout ce qui est chant, tout ce qui est conte, tout ce qui est légende, à l'histoire aussi, c'est très important, mais aussi aux pratiques anthropologiques. Et d'habitude, nos historiens, qui sont plus liés à tout ce qui est écrit, vu que ce qu'on appelle la culture savante, il est lié à l'écrit, à l'écriture, et vu que notre langue et notre culture est à dominance orale, donc, de point de vue recherche, il était, on va dire, exclu de tout intérêt scientifique. Alors, il fallait attendre quand même l'anthropologie, l'ethnologie, l'ethnographie pour un petit peu orienter l'intérêt vers autre chose que la langue, à savoir les pratiques culturelles, les mutations sociales, les traditions, les contes, les mythes, les représentations, etc. Donc, depuis quelques années, on commence à s'intéresser à ces questions et c'est pour ça la région de Sousse, après je vais la présenter de point de vue géographique, est l'une des régions qui garde beaucoup de traditions, hein, culturelles, amazigh, grâce à quelques facteurs, et je crois essentiellement c'est le facteur géographique, vu qu'on a des grandes montagnes, les montagnes de l'Atlas, vu qu'on a des oasis aussi, vu qu'on est jusqu'à récemment un peu loin des influences étrangères, et donc cette région a pu préserver un certain nombre de traditions et de pratiques culturelles amazigh ancestrales. Alors, je vais vous parler du carnaval, parce que dans la rive sud de la Méditerranée, à domination musulmane, les sociétés, tout en restant attachées à leur religion, trouvent des moments de défoulement, remettant en cause une certaine idée reçue qui présente ces sociétés comme fermées et ne disposant pas de moyens de distraction. Au sud du Maroc, on a au moins 2 traditions carnavalesques ancestrales qui se perpétuent depuis la nuit du temps. Ça veut dire, si vous me demandez depuis quand les gens commencent à pratiquer ces carnavals, il est pratiquement impossible de répondre avec une réponse très exacte. Donc, il s'agit de Builmaun, prononcé Bilmaun, qui veut dire l'homme couvert de peau, et d'une autre mascarade qui s'appelle Emachar, qui est plus pratiquée vers le sud d'Agadir, à savoir Tiznit, Ifran, vers le sud-est de Lumena et dans d'autres régions. Alors, cette dernière, ça veut dire Emachar, ne retiendra pas notre attention dans cette communication et on va se limiter à présenter le carnaval de Bilma. Alors, c'est un rite populaire pratiqué pendant les jours de la fête du sacrifice, qu'on appelle en amazigh Tafaska, ou l'Aïd Mqor, ça veut dire la grande fête. On l'appelle aussi en arabe dialectal l'Aïd Ekbir, la grande fête, et qui dure plusieurs jours. Alors, quand on dit Tafaska, c'est bientôt, on va dire dans 15-20 jours, il y aura cette fête, mais cette année, vu les conditions sanitaires avec Covid-19, toutes les activités culturelles sont interdites. Donc, il consiste à ce que les personnages, ça veut dire Bilmaun, consiste à ce que les personnages principaux soient habillés en peau de mouton ou de chèvre et portent un masque. Accompagnés d'une dizaine de personnes déguisées, ils font le tour du village et provoquent la joie et la frayeur. De la ville d'Inzgan, qui est à 10 km au sud d'Agadir, ces traditions, profitant des conditions offertes par le contexte citadin, se transforment petit à petit en un grand carnaval, semblable par exemple à celui de Bahia ou de Rio de Janeiro au Brésil, du carnaval de Venise en Italie, ou encore celui de Nice ou de la Guadeloupe en France, tout en gardant ses spécificités locales. Alors, l'objectif de ma communication que je partage avec vous aujourd'hui consiste à présenter cette tradition, la tradition de Builmaun, son origine et surtout son évolution d'une pratique carrément villageoise, très liée au mode de vie rural, à une fête citadine et carnavalesque qui mobilise des milliers de personnes dans un contexte de mondialisation. Donc, similaire
aux autres carnavals du monde, Builmaoun contribue également au processus de construction identitaire à Mazir et met en place une scène pour représenter et le soi et l'autre dans un cadre de plaisanterie. Dans ce sens, la rue, dans la ville d'Inzgan et la ville de Tchira, la rue se transforme en théâtre populaire spontané, où les rôles se confondent entre acteurs et spectateurs pour extérioriser tous les non-dits de la société. Et dans chaque société, on sait bien qu'il y a au moins 3 grands tabous que personne ne peut provoquer, à savoir la politique, la religion et le sexe. Donc, dans le carnaval, ça c'est partout dans le monde, ces 3 tabous sont brisés, ils sont discutés, provoqués d'une façon spontanée. Ainsi, les questions du local et du global dans les pratiques carnavalesques autour de Biilmann se situeront aussi au cours de notre réflexion, sans oublier de s'interroger sur la place accordée à la culture dans toute stratégie de développement économique. Voilà les grandes questions que je vais plus ou moins soulever dans cette communication, parce qu'aujourd'hui, s'intéresser au carnaval, ce n'est pas seulement s'intéresser à une pratique culturelle, mais aussi il y a une certaine volonté, au moins théoriquement, de mettre la culture comme locomotive d'un développement économique de la société. Alors, je vais vous présenter la ville d'Inzgan pour vous situer un petit peu et vous montrer l'espace où se pratique ce rite qu'on appelle Biilmann. Donc, c'est une ville qui est située à une dizaine de kilomètres au sud d'Agadir. Et c'est une ville qui n'était, avant l'installation des Français de la région à partir de 1913 avec le protectorat, elle n'était qu'un petit village, à côté d'autres villages. D'une centaine d'habitants, même moins, Inzgan a son importance grâce à un souk. C'est une ville qui est née autour d'un souk hebdomadaire, qui se tenait chaque mardi et qui s'appelle Tlapa ou Aksim, le mardi des Aksim. Et Aksim, c'est le nom d'une grande tribu autour de la ville. Donc, la ville d'Inzgan, elle est née autour d'un souk, le mardi, Tlapa, qui se tenait et se tient encore sur son territoire jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus mardi, c'est chaque jour parce que Inzgan est devenue une grande ville et elle a au moins 10 grands souks, à tel point qu'on l'appelle la ville des marchés ou la ville des souks. Donc, il se tenait et se tient encore sur son territoire et constituait le lieu d'attraction des 2 grandes tribus de la région, Aksim d'un côté et Imsgin. Alors, ces 2 noms d'autoponymes, ce sont les noms des 2 grandes tribus qui constituent le cœur de la population et des habitants de cette région. Alors, l'administration du protectorat a repéré cet endroit comme un lieu important et stratégique et il décide d'y construire le noyau d'une ville moderne. Il y partage le pouvoir avec le Caïd et avait un bureau des affaires indigènes et petit à petit, la ville d'Inzgan devient une grande ville. Aujourd'hui, la ville d'Inzgan appartient à la préfecture d'Inzgan et Tmelul, qui a été créée en 1994. Elle est dominée par l'urbain, il y a plus d'urbanisme que du monde rural. Il occupe une superficie de 293 000 km et contient, on va dire, plus de 400 000 habitants. Je parle de toute la préfecture et non pas seulement la ville d'Inzgan, avec une densité de 1431 habitants par kilomètre, selon le recensement de 2004. Alors, pourquoi je vous donne ces éléments démographiques? Pour un petit peu vous situer dans le contexte général où se pratique ce Biilmann. Ça veut dire que ce n'est plus une pratique, on va dire, traditionnelle, une pratique qui se fait dans un village avec peu de gens, mais là, la même pratique s'est développée, mais dans un milieu citadin avec des milliers et des milliers d'habitants. Alors, quelle est l'origine de cette pratique? C'est une grande question. Je ne prétends pas avoir la réponse exacte et je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui peut donner une réponse exacte parce que ce genre de pratiques sont très anciennes dans le monde
et les carnavals du Brésil ou les carnavals en Europe, c'est très difficile de savoir vraiment l'origine même de cette pratique, mais on peut avoir des hypothèses. Alors, pour le carnaval Bilmao, devant l'absence de traces écrites, alors ça aussi c'est très important à le signaler, on est dans une société orale. Et donc, toute notre histoire, elle est dans notre oralité. Elle est dans la mémoire de nos parents, de nos ancêtres. Il y a peu de choses qui sont écrites. Et encore plus, tout ce qui est lié à l'anthropologie, tout ce qui est lié à l'ethnographie, tout ce qui est lié à la pratique orale et au chant et au conte, etc., ils étaient loin d'être au centre d'intérêt des chercheurs. Et c'est pour cela qu'on ne trouve pas beaucoup d'écrits sur la pratique de Bilmao. Donc j'ai dit, il est très difficile de faire une généalogie de la tradition de Bilmao pour chercher ses origines. En revanche, tout montre qu'il ne peut pas avoir le jour au sein de la religion musulmane présente au Maroc il y a déjà 14 siècles. Ceci dit, c'est une pratique qui plonge ses racines dans l'histoire lointaine de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée. Une tradition semblable fut pratiquée par les pharaons, par exemple. Donc, les écrivains citent une pratique qui est pratiquement semblable chez les pharaons en Égypte avant l'islamisation de l'Égypte. Au bord du Nil, une mascarade s'organisait autour d'un bœuf richement orné sur lequel montait un enfant. En parcourant les rues, alors donc en parcourant les rues, les habitants, hommes, femmes, enfants, faisaient la fête pendant 7 jours, en mangeant, buvant et dansant, avant que le prêtre païen ne procède au sacrifice rituel de l'animal au milieu de chants et de prières. D'autres peuples dans les deux rives de la Méditerranée ont des pratiques similaires. Probablement que ces pratiques sont produites par les peuples pour des raisons autres que ce que cherchent les religions révélées, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Ces dernières, s'ils s'opposent pendant longtemps aux pratiques carnavalesques, ils sont aussi obligés de cohabiter avec elles et même de les intégrer de leur système comme pratique religieuse. Alors, il y a une chercheuse qui est connue dans son domaine qui s'appelle Marie-Rose Rabat, dans un article consacré à la mascarade de Bilmao en 1967, avait déjà conclu que le rattachement de ces pratiques à l'Aïd el-Kbir, ça veut dire à Tafaska, la fête du mouton, le rattachement de ces pratiques à l'Aïd el-Kbir est sans doute seulement l'indice que la religion musulmane a endossé des rites plus anciens. Nous pouvons donc avancer, comme l'a déjà fait un autre chercheur, Paul Rose-Lechim, que les activités carnavalesques ne datent pas de notre époque contemporaine, mais remontent à très loin, de notre temps historique, plusieurs millénaires. Les écrits scientifiques comme religieux l'attestent. Ils repèrent ceci déjà 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une période où tout s'inversait dans la société, ne serait-ce qu'un jour du calendrier. Bien sûr, chaque civilisation a donné lieu à des manifestations qui lui sont propres. Mais ce qui demeure fondamental, c'est l'esprit du bouleversement et de l'inversion des rôles et des statuts dans la société. Donc voilà une idée très intéressante, à savoir que dans tous les carnavals du monde, il y a une idée principale qui traverse tous ces carnavals, à savoir que les gens, les populations cherchent à renverser les rôles, cherchent à présenter le monde à l'envers, et je vais l'expliquer après. Alors la mascarade de Bilmao ne sort pas de la règle. Il a réussi à cohabiter avec les différentes religions qui se sont succédées dans la région. Et après sa disparition dans d'autres régions d'Afrique du Nord, persiste au sud du Maroc. La tradition orale amazigh nous livre quelques éléments explicatifs sur son origine, où se mêlent le sacré et le profane, transgressant ainsi un ordre préétabli. Alors, on a un mythe au Maroc qui cherche à expliquer l'origine de Bilmao. Ce mythe a été rapporté par l'anthropologue marocain Abdellah Hammoudi, qui a fait sa thèse sur le même sujet, publiée en 1981 ou 82, dans un village pas loin de Marrakech qui s'appelle Aït Mizan. Et
elle est considérée jusqu'à aujourd'hui, parce que sa thèse elle est diffusée, elle est considérée comme l'une des sources principales des études sur le carnaval. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce mythe? Le mythe rapporté par Hamoudi dit ce qui suit. En pays d'Isuktan, alors Isuktan, qu'on trouve écrit aussi Suktana, c'est le nom des tribus pas loin de Marrakech. Au pays d'Isuktan, au sud du Haut-Atlas, deux hommes qui passaient près du sanctuaire virent les femmes pénétrer dans l'enceinte sacrée. On dit que c'était des femmes de bonne moralité, voilées et d'ascendance chérifienne. Mais sur ce dernier détail, Dieu seul sait. Les hommes furent tentés par Satan, ils suivirent les femmes dans le sanctuaire, ils y violèrent. Dieu les métamorphosa en Bil Maun et depuis, ils furent contraints de vivre dans la forêt. Ils ne s'approchaient du village que la nuit pour demander à manger. On dit que chaque année, quand le maïs est mûr, Bil Maun apparaît dans les champs du maïs. Donc, voilà le conte, ce que les gens racontent dans cette région, la région du Haut-Atlas et notamment chez les Ethnisants. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'efforts pour constater que ce conte délimite la période historique de l'apparition de Bil Maun à l'ère de l'islam au Maroc. Ce qui n'est pas vrai, bien évidemment. La descendance chérifienne et le voile des femmes signalés par le conte sont des éléments culturels liés à l'arrivée de la nouvelle religion. Or, comme nous l'avons bien vu, les activités carnavalesques remontent bien avant l'émergence des religions révélées, qui, pendant longtemps, se sont opposées aux mascarades et aux masques. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai perdu un peu. Donc, après ce conte qui essaye un petit peu de nous expliquer l'origine de la tradition de Bil Maun, on va passer à vous parler un petit peu de... Alors, voilà. Le deuxième point, ou bien le troisième point que je vais vous présenter, sera autour... Alors, voilà le mythe explicatif. Excusez-moi parce que j'ai perdu le fil. Voilà, alors, Bil Maun comme pratique rurale. Alors, tout à l'heure, j'ai bien dit que cette pratique est une pratique rurale. Aujourd'hui, il se développe dans la ville d'Izgan comme tous les carnavals du monde. Et je vais essayer un petit peu de vous la présenter, comment il était dans le monde rural. Alors, nous ne possédons pas de beaucoup d'études sur la mascarade de Bil Maun avant l'instauration du protectorat au Maroc. De ce fait, l'anthropologie coloniale, dans le cadre de son exploration scientifique du Maroc, à la recherche, entre autres, d'une religion perdue, a eu le mérite de mener les premières études sur les mascarades berbères. Il nous livre ainsi les premiers éléments sur cette pratique ancestrale où nous constatons d'ores et déjà qu'elle était pratiquée partout en Afrique du Nord, par toutes les populations, qu'elles soient arabophones ou amazirophones, et surtout sur son aspect purement rural. Alors, même si les écrits coloniaux nous renseignent sur la vivacité de ces mascarades dans les villes impériales comme Marrakech et Fès, aujourd'hui on ne le voit plus, ni à Marrakech ni à Fès, mais déjà à la période coloniale, ces pratiques étaient déjà présentes dans ces deux grandes villes, qui gardaient aussi à cette époque, ça veut dire Marrakech et Fès, ils gardaient à cette époque beaucoup d'aspects ruraux. Les masques utilisés, c'était des courges sèches, des couches de suie, des branches d'olivier, de la peau fraîche de chèvre ou de mouton, les brindilles, les narines et museaux de bouc, un panier de cendres, la charrue, les coquilles d'escargot, les aubergines, les cartons, les crânes d'âne, etc. Donc voilà les éléments que les gens utilisaient pour fabriquer leurs masques. Les rôles aussi joués, il y avait le juif appelé Mouché, sa femme Shmiha avec un S chouinté, Shmiha, l'homme à la baraka, un mariage traditionnel, la succession des travaux agricoles, le cadi, le juge musulman, il y a aussi la présence d'une négresse, etc.
Il y a aussi le discours véhiculé. Donc, on a ce qu'on utilise pour fabriquer les masques, on a les rôles joués, mais on a aussi le discours véhiculé par les carnavaliers. Donc, on trouve la superstition, on trouve des scènes obscènes, des gestes grossiers, et on trouve aussi l'inversion de la religion. Ça veut dire la façon par laquelle on pratique l'islam, la prière par exemple, on la pratique mais d'une façon contraire. Ça veut dire on essaye de bouleverser ces pratiques pour créer un moment de joie avec le public. Sans oublier les dons récoltés lors de la tournée. Il y a les œufs, le blé, le lapin, la viande, etc. Et se réfèrent tous et généralement au mode de vie rural. Alors, dans les rôles joués, nous remarquons bien la présence centrale du personnage du juif. Si cela reflète l'existence réelle des juifs comme composante essentielle et active des habitants du village du sud du Maroc, néanmoins, ils sont aussi présentés lors de cette mascarade comme sujet de moquerie et de plaisanterie. Ce choix n'est pas dû au hasard. Selon l'explication d'un participant à la mascarade rapportée par Marie-Rose Rabat, ça veut dire pourquoi il y a la présence des juifs, l'image du juif comme être entre guillemets impur dans la société musulmane permet de dire et de faire en son nom tous les mots et les gestes grossiers qu'un bon musulman ne pourrait se permettre sans honte. En revanche, dans la ville d'Inzgan, on constate la disparition de ce personnage de juif parmi les rôles joués lors de Bilma. On assiste à l'émergence d'autres masques et d'autres personnages liés à la vie citadine et aux exigences imposées par la pratique de Bilma. Par la pratique de Bilma dans le contexte citadin. Alors, Hamoudi, l'anthropologue dont j'avais parlé tout à l'heure, Hamoudi avait déjà constaté une différence majeure entre les scènes théâtrales présentées dans la campagne et celles offertes dans les villes. Dans les villages, dit Hamoudi, le théâtre rural réserve davantage d'espace au débordement de la sexualité et au spectre de l'impuissance qu'au l'âge afflige les hommes, tandis que dans les villes, cet aspect cède la place au sujet à dimension politique. J'aimerais bien aussi vous signaler un livre important de Deit Ahmed, Mohamed Deit Ahmed, Masque berbère et théâtre maghrébin, qui est publié en 2013 chez L'Harmattan. Et c'est un travail important parce qu'il compare aussi le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Alors, on va passer maintenant aux appellations qui existent. Comment on appelle cette tradition? Alors, la mascarade en question, dans cette communication, n'est pas réservée au Maroc. Une fois de plus, grâce aux chercheurs de la période coloniale, nous avons appris que la pratique de cette activité carnavalesque existait aussi dans plusieurs régions de l'Afrique du Nord, notamment au Maroc et en Algérie. Pour ces études, on découvre aussi les régions où il a disparu et la multiplicité des appellations qu'il porte. En Kabylie, où ce rite apparemment a disparu dans quelques villages depuis les années 1930, il porte des noms comme Bouafif, Amgharou Krouch, Amgharou Shklal, Bab el-Hajj, Amgharou Shkouf, Amgharou Jni, Amgharou Grous. Au nord du Maroc, de l'Orif, où il était pratiqué jusqu'au début de l'indépendance du Maroc, cette pratique porte le nom de Bachir. Au centre du Maroc, c'est le nom de Boulbtaïn qui est employé. C'est la traduction en arabe, à côté de Boujulud, de l'appellation amazigh Bilmaoun utilisée au sud du Maroc. Dans cette région, d'autres appellations sont utilisées comme Herma, Ismgan al-Qaddid, Tama'azzat, ou encore, comme l'a rapporté Marie-Rose Rabat, c'est les gens de Wirgan ou Tatlas, ou Dain l'Aïd, les juifs de l'Aïd, ou bien Imghern Noursaï, les vieux de la courge, ou tout simplement Ishiban l'Aïd, les barbes blanches ou les vieux de l'Aïd. À Inzgan, deux appellations sont utilisées. On a Bilmaoun et sa traduction en arabe, Boujloud, avec une certaine prédominance de la dernière. Depuis les années, alors Bilmaoun, ilm en berbère, ça veut dire la peau.
c'est le singulier. Ilm, singulier, la peau, ilmaun, les peaux. Alors, avec une certaine prédominance de la dernière, ça veut dire de Bouzouloud, depuis les années 1990, avec l'émergence de la région des associations de résidence identitaire amazigh, qui contribuent à l'organisation de la mascarade, on assiste de plus en plus, grâce à l'utilisation d'affiches, de banderoles, annonçant la fête, à un retour à l'utilisation de l'appellation amazigh Builmao. Ça veut dire à un certain moment, c'était Bouzouloud qui était dominant comme appellation, mais avec l'émergence des associations identitaires amazigh, elle utilise le nom originaire, le nom amazigh, à savoir Builmao, qui veut dire homme au mult, qui veut dire homme au pot. Pour référence au masque, parce qu'on a ceux qui s'habillent en peau, mais on a aussi des jeunes qui mettent le masque. Donc, si on dit Bilmaoun, on désigne juste l'homme qui s'habille en peau. Mais comment on va appeler les autres personnages qui mettent le masque? C'est vrai, on n'a pas de terme, on n'a pas de nom pour les désigner. Et pour faire référence au masque, les jeunes carnavaliers inventent, depuis quelques années, inventent un autre nom, à savoir Boudmaoun. Bon, vous connaissez en kabyle, je crois, Oudm aussi, c'est le visage. Donc, on a Bou Ilmaoun, l'homme habillé en peau, et Bou Oudmaoun, l'homme aux multiples visages, qui veut dire l'homme en masque. Donc, les jeunes, ils ont essayé d'élargir, si vous voulez, le sens de Oudm, du visage au masque, anthropologiquement, ce qui est aussi vrai, parce que le visage aussi, c'est un masque, et le masque représente aussi le visage. Alors, la volonté d'une certaine modernisation du rite fait que le terme carnaval trouve aussi sa place de l'appellation. Les organisateurs utilisent ainsi l'expression carnaval, Builmaoun, Boudmaoun. Donc aujourd'hui, c'est l'appellation officielle, si vous voulez, de ce carnaval. Builmaoun, Boudmaoun. L'homme en peau et l'homme aux multiples visages, ou bien l'homme au masque. Une idée qui est aussi importante pour mieux comprendre comment ce carnaval évolue dans cette ville, c'est que, comme je l'ai déjà signalé au début, la ville d'Inzgan n'était à l'origine qu'un petit village à côté d'autres villages. Il y a Tarras, il y a Tchira, il y a Belsergaou et d'autres. Mais la ville a grandi en grande agglomération, donc ces petits villages se transforment en grands quartiers qui sont devenus une grande ville. Donc, en moins d'un siècle, depuis 1912, le territoire appelé aujourd'hui la préfecture d'Inzgan-et-Milul est passé d'un large espace composé d'un certain nombre de villages, peu habités et très dispersés, à un grand département composé de plusieurs villes, dont Inzgan, Tchir-Jihadia et Aït-Milul constituent les plus grandes. Donc, on assiste ainsi à l'émergence de quartiers qui, petit à petit, se constituent comme cadre identitaire avec un certain sentiment d'appartenance. Donc, historiquement, chaque quartier dans cette ville, on va dire Tigmoufla, Aïtkiwan, Tabarin, Aïtoubi, El-Mers, Tannaort, Assaysinzgan, Dogra Matarras, Jarf, Miachash, etc. Chaque quartier a son petit carnaval et c'est à partir de ces carnavals où, quand l'idée d'organiser un grand carnaval à l'image de Rio et d'autres carnavals du monde, c'est à partir de ces petits carnavals de chaque quartier, de chaque ville, où les gens ont pu organiser un grand carnaval. Alors, Mustapha, je ne sais pas si on peut diffuser quelques images. Mustapha? Oui. Est-ce qu'on peut diffuser quelques images? On va essayer. Donc, je te laisse le soin. Je vais demander aux techniciens de le faire. Mais si tu peux poursuivre ton propos pendant ce temps-là, il va procéder à la diffusion de ces images. Parce que le carnaval, c'est toujours intéressant de le voir. Bien sûr. Voilà. Donc, dans ces images, je crois que vous allez voir un extrait du carnaval de 2014 qui était vraiment un carnaval, on va dire, très réussi avec, je crois, une quarantaine d'associations et à peu près, on va dire, 2000 participants et au moins 200 000 spectateurs sur les rues d'Inzgan. Et c'était aussi un carnaval où il y avait un comité scientifique, le jury,
qui a essayé de donner des prix au meilleur Bulma, ou le meilleur masque, ou une meilleure création, etc. Parce que, en fait, le carnaval, c'est un, on va dire, c'est une activité complète. Il y a de la musique, il y a la danse, il y a la chorégraphie, il y a le masque, il y a le déguisement, il y a tout ce que vous voulez. Ça veut dire que c'est vraiment un plat culturel complet. Et c'est pour ça le jury de 2014 a essayé plus ou moins de donner quelques prix d'encouragement aux meilleurs de chaque type. Donc, je ne sais pas si l'extrait est prêt. Alors, en attendant, donc j'ai dit que parmi les évolutions qu'a connu ce carnaval de la ville d'Izgan, c'est justement le fait qu'il y a des associations culturelles qui s'intéressent à cette pratique. Et vous savez bien qu'au Maroc, la société civile elle est très active et elle est active dans des domaines différents, hein, des droits de l'homme, au développement, à l'environnement. Et le côté culturel aussi, c'est un domaine où les associations sont très actives. Et surtout, on a des associations qui s'intéressent à tout ce qui est langue et culture et civilisation amazigh. Donc, ces associations ont, ont essayé d'encadrer cette activité pour qu'il porte un discours, on va dire, un discours identitaire. C'est pour ça on peut parler de ce que j'appelle l'amazirisation du rite. Alors, dans le contexte citadin à Inzgan, mis à part le personnage de l'homme vêtu de peau et quelques rôles qui se réfèrent à la vie rurale, tous les aspects ruraux précités dans la mascarade villageoise cèdent la place à d'autres personnages citadins liés à la vie moderne. De même pour les masques, ils s'éloignent du déguisement traditionnel fait essentiellement sur la base des matériaux locaux. Donc très influencés par les figures et les décors des carnavals du monde, vus sur Internet ou sur les chaînes de télévision, le déguisement se rapproche de plus en plus des carnavals européens, mais demeure purement masculin. Dans ce nouveau contexte, le carnaval est aussi porteur de messages différents, notamment politiques. Depuis l'apparition d'un discours identitaire amazigh, depuis l'apparition d'un discours identitaire depuis l'apparition d'un discours identitaire amazigh véhiculé par des institutions culturelles depuis le début des années 1990, le carnaval est devenu un lieu pour prendre position et une occasion populaire pour faire connaître les revendications amazighes. Dans ce sens, on assiste ainsi à l'apparition des drapeaux amazigh, par exemple, tricolore bleu, vert, jaune, avec la lettre amazigh en rouge. Aussi, les alphabets amazigh et les tifinagh, avant même leur reconnaissance officielle par l'État marocain, se trouvaient déjà très visibles dans les langues utilisées par les acteurs du carnaval. De même pour le décor fabriqué, elles servent aussi de support porteur de messages politiques du mouvement amazigh. Alors, plusieurs années avant la création officielle d'une chaîne de télévision amazigh, c'était en 2008-2010, on voyait déjà des caméras et des écrans en carton revendiquant cette chaîne. La participation des associations amazigh aux Nations Unies dans le cadre du Forum des droits des peuples autochtones trouve aussi son reflet sur les discours véhiculés par le carnaval Vilma. On y trouve ainsi des guitares en carton avec des expressions par exemple comme la Convention 169 de l'OIT ou la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones. Organisée au cours d'une région amazigh, le Souss, où les associations amazighes sont très actives, le carnaval évolue progressivement pour qu'il constitue un marque identitaire de la région autour de l'identité amazigh. Alors, à côté de cet aspect, les discours du carnaval reflètent aussi les mutations que la ville a connues. Les institutions officielles comme les municipalités, le Parlement ou les ministères ont leur
en leur part de moquerie. Ça veut dire les carnavalistes se moquent aussi de ces institutions et essayer d'exprimer des positions politiques. Ayant lieu à des kilomètres d'Agadir, grande ville touristique, le carnaval représente également quelques phénomènes liés à la vie touristique d'Agadir. Dans ce sens, le touriste saoudien, par exemple, mal vu aux yeux des habitants, car il ne visite Agadir que pour satisfaire ses besoins, est omniprésent. Il est souvent accompagné d'un jeune garçon jouant le rôle d'une jeune fille bizarrement maquillée. On y trouve aussi un joueur de golf, un cuisinier, un gendarme, un policier, un vieux couple, des jeunes mariés, un dragon et même un cortège officiel présenté avec une grande limousine en carton. Alors, quelquefois, un thème peut s'imposer aux dépens des autres. Donc, quelquefois, ça dépend les événements, qu'ils soient nationaux ou internationaux. On peut trouver qu'un thème est présent. Par exemple, cette année, s'il y avait eu ce carnaval, j'imagine que Corona sera très présente et il sera représenté de différentes manières. Alors, un autre point qui est très intéressant, c'est surtout le rapport des autorités qui a évolué, le rapport des autorités au carnaval. Je crois qu'il a beaucoup évolué des années 90 vers les années 2000, d'une position qui était, on va dire, vigilante, avec beaucoup de méfiance. On peut dire à un certain moment, il y avait même une volonté de l'interdire, mais dernièrement, le discours a changé, les pratiques, la position aussi a changé. Et on peut dire qu'il y a au moins un débat qui cherche à organiser ce carnaval et à le rendre un événement culturel important de la ville et de toute la région. Et surtout, s'il y a possibilité de faire du carnaval une locomotive de l'économie. Alors, depuis 2012, on peut dire qu'on assiste quand même aux prémices d'un carnaval mondial. Donc, la détermination des autorités a largement contribué à la réussite de ce carnaval. Cette position officielle a eu beaucoup d'impact sur l'esprit des populations locales, de leur perception du carnaval. De même, d'autres institutions officielles subventionnent en partie le carnaval Biilmann. À la tête de ces institutions étatiques se place l'Institut royal pour la culture amazigh, l'IRCAM. Créée en 2001 pour promouvoir la culture amazigh, cette institution royale est devenue le partenaire officiel des associations du carnaval. De même pour la délégation régionale du ministère de la Culture, qui, de son côté, contribue à l'organisation des colloques scientifiques sur le sujet. De l'ouvrage du débat, l'idée d'une reconnaissance de Biilmann par l'UNESCO comme patrimoine culturel et matériel de l'humanité occupe les associations amazighes. Et grâce à ces évolutions, le carnaval n'est plus une pratique qui se fait en dépit de la volonté des autorités, mais une activité soutenue officiellement afin qu'elle contribue au rayonnement économique de la ville. Et on sait bien que le carnaval, d'ailleurs, on a des exemples un peu partout dans le monde. Pensez le carnaval Biilmann, en termes économiques, n'a jamais été à l'ordre du jour, ni des organisateurs, ni des carnavaliers. La mascarade se pratique d'abord pour se faire plaisir et faire plaisir aux proches. Un participant avait dit « on se déguise d'abord pour nous-mêmes, pour nous faire plaisir, avant un participant ». L'idée de rendre le carnaval rentable économiquement pour la ville est apparue pour garantir sa continuité, notamment après l'enregistrement de certaines dérives de la pratique de cette tradition qui menaçait l'existence même du carnaval, car elle donne aux opposants de la tradition les raisons d'appeler à son interdiction. Par contre, un autre discours émerge en disant que on peut développer ce carnaval pour qu'il devienne un grand carnaval à l'image de Rio, Venise, la Guadeloupe, la Guyane, etc., qui sont devenus un moteur économique central de leur région. À nos jours, aucune tentative n'est faite pour connaître l'estimation du coût total de la préparation du carnaval Biilmann. Les cartons, le bois, la peinture,
plastique, les pots, les masques, les instruments de musique, les costumes, etc. Et aucune étude sur les retombées économiques du carnaval sur la ville d'Inzgan. Activités commerciales, chiffre d'affaires des cafés, restaurants, taux de réservation des chambres d'hôtel, nombre de visiteurs, etc. De même, il n'existe aucun office ou institution officielle ayant les moyens nécessaires, humains et financiers, pour penser l'avenir du carnaval. Il y avait un comité, après il y avait une association pour penser le développement de ce carnaval. Il a essayé d'organiser quelques éditions et le débat continue encore pour voir comment faire du carnaval une activité économique qui pourrait attirer des milliers, si ce n'est pas des millions de touristes pour la région Souss-Massa, qui est quand même une région importante au Maroc, et une région touristique avec sa capitale Agadir, qui est la première ou la deuxième ville touristique au Maroc après Marrakech. Voilà tout ce que je peux dire pour cette communication. Si on peut voir les extraits du carnaval, ça va faire plaisir aux gens qui nous regardent. Alors, tout d'abord, il y a eu, merci Anir pour cet exposé. C'est très riche, hein, et je pense même que un exposé comme celui que tu viens de nous offrir mérite vraiment d'être vu et appréhendé par un maximum de personnes, qu'ils soient amazigh ou pas, parce que ça montre que la culture berbère est une culture qui recèle des richesses, des expressions artistiques, culturelles nombreuses. Et tu le disais à un moment, très souvent, on réduit la culture berbère à l'expression linguistique ou musicale, mais au fait, la culture berbère, c'est beaucoup plus riche que ça. Et puis, l'autre élément qui est significatif, intéressant, c'est je dirais, à la fois cette disparition de ces expressions artistiques, culturelles et sociales, mais également une forme de résistance, puisque dans la région du Souss, à Benizgen, persiste, demeure, reste ce carnaval. Alors, juste une question. Et tu n'as pas rattaché l'existence ou l'organisation du carnaval dans la société amazigh au Nouvel An berbère à Inaïr, alors que dans la région de Benisnous, du côté de Tlemcen, il y a une tradition de carnaval d'Aïred. Je ne t'ai pas entendu, à moins que je n'ai pas été très attentif à ce que tu disais. Donc, tu as raison, Mustafa, c'est vrai, je l'ai pas dit. Alors, dans notre région, le Souss, cette pratique du carnaval n'est pas liée à une. C'est lié plus au calendrier musulman. La fête de l'Aïd el-Kbir, Tafaska. Et pour Imachar, c'est Ashura à Tiznit et au sud du Maroc. Donc, je crois à l'origine, oui. À l'origine, ces activités carnavalesques qui sont liées au moment du passage d'une année à une autre année. C'est Aïn Naïr. Et d'ailleurs, quelques régions le font justement pendant ce moment-là. Mais de le Souss, non. Je crois que l'évolution historique a fait que les Amazirs du Souss, et peut-être c'est une stratégie de leur part pour garder ou garantir une certaine continuité de cette pratique qui n'est pas musulmane, pour qu'il trouve sa place dans l'ère musulmane, le contexte musulman, et l'ont collé au calendrier musulman, la fête du Motan. Mais à l'origine, c'est vrai. Je crois à l'origine, c'est lié à Aïn Naïr et au passage d'une année à une autre. Très bien. Nous sommes dans des lieux où il y a un peu de bruit extérieur. J'espère que on l'entend pas, ce bruit. Alors, ce qui serait bien, parce que c'est demandé, tu as cité un certain nombre de références bibliographiques et je pense qu'il y a un public très intéressé, qui ont été très intéressés par ta conférence.
par la richesse et ils aimeraient donc accéder à cette bibliographie. Il faut voir comment on pourrait faire, soit sur ta page Facebook, dès, dès ce soir, tu dresses la liste des ouvrages Alors, que tu as cités. je peux déjà citer quelques-uns si vous voulez. Hein, Alors, tu c'est les possible. cites avec lenteur. Tu prends tout D'accord, ton temps pour oui, que les oui, gens bien aient le sûr. temps de les noter. Ouais, ouais, je connais la méthode académique, bien sûr. Je sais que tu es un professeur, c'est vrai. Alors, d'abord, le premier pour le Maroc, c'est Abdallah Hammoudi. Hammoudi, H-A-2-M-O-U-D-I. Hammoudi, Abdallah. La victime et ses masques. La victime et ses masques, publié chez les éditions Seuil, Paris, 1988. Voilà. Le deuxième, alors c'est le Carnaval et la folie imaginaire dit peuple. Le carnaval et la folie imaginaire dit peuple. Acte du colloque des 4 et 5 février 2011 pour louer Guadeloupe, Beauport, Pays de la Canne, sous la direction de Paul Rosléchim, 2012. Alors, il y a Marchand François, ça c'est un article, Marchand François, masque carnavalesque et carnaval en Kabylie, masque carnavalesque et carnaval en Kabylie, une quatrième congrès de la Fédération des sociétés savantes de l'Afrique du Nord, quatrième congrès de la Fédération des sociétés savantes de l'Afrique du Nord, Rabat, 1938, Alger, 1939. Vous avez aussi Jean Servier, S-E-R-V-I-E-R, Jean Servier, Tradition et civilisation berbère, les portes de l'année. Tradition et civilisation berbère, les portes de l'année. Aux éditions du Rocher, Paris, 1985. Bien sûr, le livre que j'ai cité tout à l'heure d'Aït Ahmed, Mohamed Aït Ahmed, Masque berbère et théâtre maghrébin, L'Harmattan 2013. Alors, il y a aussi, mais ça c'est un mémoire encadré par Azzdin Kinzi, professeur à Tizi Ouzou, Azzdin Kinzi. Il a encadré un mémoire de licence intitulé Amghar Wokrouch, la pratique du masque chez les Haïtiens dans la Kabylie de la Somane. Donc ça, il n'est pas édité, c'est un mémoire de licence. Il faut le chercher à Tizi Ouzou. Un autre mémoire de Jamila Arab, A-R-A-B, la pratique du masque carnavalesque de Bab al-Hajj à l'occasion de la fête du grand sacrifice dans le village de Boutaka en 2009. C'est un mémoire aussi de licence sous la direction de Azzdin Kinzi, Université Mouloud Maamri, Tizi Ouzou. Il y a aussi Alaoui Soria et Aknouch Zakia. Aloui, A-L-O-U-I, Aloui Soria et Aknouch Zakia. Amgharou Shqlal, introduction à une analyse descriptive du rite de Amgharou Shqlal de la région de Bijaya, Idjisen, Aït-Yimbel, Aït-Jlil, Imlahan. Donc, c'est un mémoire de licence de l'anthropologie de l'Université de Bijaya, juin 2002. Voilà quelques références.
Et il y a aussi un beau livre, un gros livre du MUCEM, le Musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée de Marseille, qui ont organisé 6 mois, hein, une exposition de 6 mois sur le carnaval. Et le carnaval Bilmaouni et Machar était bien évidemment présent. Il s'appelle Le Monde à l'envers. Alors, j'ai oublié de parler un petit peu de cette idée dans un carnaval, aussi habilement, c'est que les gens essaient de présenter le monde à l'envers. Par exemple, l'homme cherche à devenir femme. Donc, il représente la femme avec toutes les représentations qu'il a sur la femme. On a aussi le blanc, il cherche à être noir, avec toutes les représentations qu'il a sur le noir. Le musulman cherche à être juif, avec toutes les représentations qu'il a sur le juif. Donc, chacun cherche à représenter un autre selon les représentations qu'il a sur cet autre. Et c'est un aspect qui est partagé pratiquement par tous les carnavals du monde. Voilà. Très bien, très bien, très bien, Anir. Cette bibliographie très riche, en tous les cas, donne un sens à ta conférence et à ce cadre qu'on a appelé l'Université d'été à Mazir. C'est vraiment un espace de transmission des connaissances et des savoirs sur les sociétés à Mazir dans leur diversité. Et bien entendu, des conférences comme la tienne ben, sont les bienvenues et on voit au travers du thème que tu as choisi que c'est essentiel aujourd'hui que cette connaissance du monde amazigh soit appréhendée par les Amazirs eux-mêmes, mais au-delà, parce que tu vois, nous sommes franciliens, nous sommes en Île-de-France, nous sommes à Paris, et il y a régulièrement chaque année le carnaval des Chinois. Voilà. Mais je suis Ouais. convaincu que la plupart des Amazirs qui vivent dans cette région, pas un instant ne se disent, mais nous aussi, nous avons un carnaval. Beaucoup ignorent que dans la culture berbère, très longtemps, le carnaval a occupé une place importante. Ah, Euh, tu sais, Mustapha, je crois que les Amazirs voyagent, ils migrent avec leur culture aussi. Et le carnaval peut être parmi les pratiques qu'ils peuvent trouver leur place dans les activités des Amazirs de France. Hein, c'est pas impossible. Hein. Pour rénover un petit peu, donner plus d'animation, les jeunes, ils vont créer des masques, des déguisements, etc. Ça peut être une pratique très intéressante qui sera développée dans le contexte français, hein, avec ses exigences, avec ses contraintes, mais ça reste une façon de garantir la continuité à une pratique amazigh ancestrale. Le carnaval de Rio de Janeiro, il est parti d'Afrique. Hein, c'est pas impossible. Il faut penser peut-être à... Dans la région du Rif, Bachir revient petit à petit sous forme d'une activité associative. Il y a un festival qui porte le nom de Bachir. Donc pourquoi pas à Paris ou ailleurs, les Amazirs, ils peuvent mettre en place leur carnaval. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Bouafif, Bilmaoun, comme vous voulez, ça c'est pas un problème. La communauté qui le met en place adopte son nom. Voilà. Très bien, il faut attendre la fin du confinement, puisque Voilà, bien sûr. j'en profite pour le dire, le virus continue à circuler et nous devons être tous prudents et continuer à respecter les gestes barrières. Bien. Une dernière question, Anir. Euh, Quel est l'avenir de, comment tu le vois l'avenir de ce festival, de ce carnaval de Dinsgen? Comment tu le sens dans les années à venir? Comment tu vois les choses? Ah, alors, comment je vois les choses, c'est vraiment très difficile de prévoir comment ça va évoluer. À un certain moment, les choses étaient très, je veux dire, très négatives. Hein. Il n'y avait pas d'encouragement, il n'y avait pas de subvention, il n'y avait pas de soutien, et il y avait même des bagarres à l'intérieur du carnaval, ce qui donne une image quelquefois négative de la pratique. À un certain moment, la position des autorités a changé. Ils voulaient le développer, il voulait le transformer en grand carnaval qui pourrait être la locomotive de l'économie, contribuer au développement de l'économie de la ville.
Après, il y a des conflits internes entre les acteurs, les associations d'une part, quelquefois, etc. Donc, actuellement, à part, à mon avis, hein, à part le carnaval de 2014, qui était vraiment le modèle type pour moi, c'est vraiment le carnaval type, si on veut vraiment développer cette pratique. C'était très bien organisé, il y avait au moins 2000 participants, c'est pas rien, 2000 participants. Il y avait 200 000 spectateurs sur les parades d'Innsgan. Il y avait une force créativité des jeunes, tout le monde était motivé. Il y avait un jury, hein, etc. Il y avait des prix, il y avait des touristes qui sont venus voir le carnaval. Donc, le carnaval de 2014, qui a réussi grâce à une certaine synergie entre à la fois les autorités locales, la société civile, les chercheurs, a donné comme produit ce modèle. J'espère qu'on va voir les images. Je ne sais pas si le technicien... Il y a des images qui ont été diffusées, hein. Ah d'accord, voilà. Donc vous voyez Oui. déjà ce que je dis, c'est énorme. C'est le grand boulevard d'Innsgan que tu connais, Mustafa, et de Tchira, à peu près, je crois, 3 ou 4 kilomètres à pied. Alors, voilà le modèle. Mais après, les conflits internes, les intérêts quelquefois contradictoires des acteurs, ça peut empêcher le développement de cette pratique. Mais j'ai toujours de l'espoir qu'un jour, tout le monde sera d'accord à dire que, heureusement, de la région de Sousse, on garde encore cette pratique ancestrale et qui a toutes les possibilités, il a tous les moyens pour qu'il devienne un grand carnaval mondial qui va faire connaître la région, le Maroc, la culture amazigh, et en plus, il va contribuer à attirer des touristes et au développement économique. Vous savez que dans le monde, il y a au moins 5 millions de touristes qui voyagent et qui traversent les continents à la recherche des activités carnavalesques. Donc les gens, ils partent de Paris à Rio de Janeiro, ils traversent toute l'Atlantique alors qu'à 3 heures de vol, ils ont un carnaval à Agadir, mais ils ne savent pas. Et c'est malheureux, mais j'espère, j'ai toujours d'espoir qu'un jour, les gens ils vont comprendre l'importance de cette activité carnavalesque pour le développement et de la culture amazigh et de l'économie de la région. Voilà, alors, Voilà, donc vous voyez déjà l'ambiance un peu générale de l'activité. voilà, donc on a vu quelques images de ce carnaval très riche et très beau. Il y a quelqu'un, Mounir Keji, qui dit, comme référence, on peut citer aussi le livre Ouzayin Tachours ou les Juifs de l'Ashura, écrit par Ali Sherwit El-Merradi. D'accord. Voilà, c'est sur le carnaval des masques à Goulmina au sud-est. Au sud-est du Maroc, oui. Au Dain Darchour. Voilà. Voilà, et il y a beaucoup de commentaires de personnes qui veulent bien sûr découvrir ce carnaval. Est-ce que dans les contrées reculées, dans les villages, il y a des traces de tradition de carnaval ou pas du tout, ou de fêtes qui s'apparenteraient à ce type de manifestation, à ce carnaval, qui serait proche? Non, non, si, il existe encore. Donc, si, il existe encore dans les villages, pas tous les villages, mais il existe encore dans les villages de Sousse, du Moyen Atlas aussi. J'imagine même au sud-est, je ne sais pas, mais en tout cas, il existe encore dans les villages de ce carnaval avec ses formes, on va dire, plus proches de la forme traditionnelle. Par contre, de la ville, il se développe dans le sens que j'ai expliqué pour devenir un grand carnaval mondial. Mais c'est vrai, il existe. Je sais qu'il existe, oui. Mais il est en voie de disparition dans les villages, il faut le dire. L'endroit où, à mon avis, il pourrait se développer, parce qu'il commence à être un levier de l'économie, il commence à mobiliser des sous, si vous voulez, c'est dans la ville. Donc, c'est pour ça que je dis probablement il va disparaître de les villages et il va se développer dans les villes, notamment Agadir, Inzgan, etc. Tiznit aussi, il a son carnaval à Imachar, mais ça, c'est un autre type.
D'accord. La ville de Tiznit, qui est à 80 kilomètres au sud d'Agadir, elle aussi a son... Il a son euh, carnaval, oui. Il y a Ifrane aussi encore vers le sud, Ifrane de l'Anti-Atlas. Il a aussi son carnaval. C'est un, on va dire un grand village. Hein. C'est pas une ville, mais c'est pas un petit village, c'est un grand village. Et donc, Goulmima aussi, hein, ils ont un carnaval très intéressant. D'ailleurs, dans le musée de Binge, pas loin de Bruxelles, le musée de Binge, qui ont aussi un carnaval, il y a les masques de Goulmima. Moi, je les ai vus personnellement, les masques de Goulmima des années 80 qui sont aujourd'hui exposés dans le musée de Binge. Très bien. Merci pour toutes ces informations que tu nous apportes. On restera bien sûr dans ta région dans les jours qui viennent, puisque nous avons deux invités. Tu pourrais nous les présenter pour ceux qui nous suivent, que tu nous dises qui sont ces deux personnes qui sont originaires d'Agadir et qui vont nous parler dans le cadre de D'accord. cette université. Alors, vous avez le professeur Abdelkhalq Jiyid, qui est professeur de la littérature française à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir. Lui, il est originaire on va dire, du Moyen Atlas, mais il est devenu ceci parce qu'il a passé, je sais pas, 30 ans à Agadir, donc il part à Tachilhit, ça y est, il est ceci, si vous voulez. Et donc, il va vous parler de Khairdi et de Nidali, deux romanciers marocains. Donc, c'est l'un des grands spécialistes de la littérature maghrébine de langue française et il va vous apporter beaucoup d'éléments sur ces deux auteurs. Le deuxième intervenant, c'est Brahim El-Mezned, qui est originaire d'Agadir, d'ici même, et qui est l'un des acteurs principaux, les acteurs culturels au niveau international, et il est le directeur artistique du festival Timiter, le grand festival d'Agadir, qui est classé parmi les meilleurs 20 festivals du monde. Il est aussi le directeur fondateur d'un festival à Rabat, Visa for Music, hein, qui est dans sa, je crois, troisième ou quatrième édition. Et c'est un expert aussi auprès de l'UNESCO. Et actuellement, il travaille sur une anthologie des Royce, les Royce, les chanteurs troubadours de Sousse. Il est dans sa phase finale. Il sera publié d'ici, si tout va bien, le mois de septembre ou octobre. Donc, il va vous parler un petit peu de l'importance de la culture, de le développement, des festivals, comment organiser le festival et l'importance aussi de cette anthologie des Royce. Très bien. C'est deux intervenants de qualité. Tu as cité Mohamed Khairdin. Peut-être qu'avant que Abdelkhalak Jayed n'intervienne, on invite les personnes qui nous suivent à lire un livre de Mohamed Khairdin. Lequel tu conseillerais? Il était une fois Il un était une fois vieux un couple couple heureux. heureux, oui, où vit et légende d'Agounchiche. Vie et légende d'Agounchiche. Voilà. Il était une fois un vieux couple heureux ou mythe et légende d'Agounchiche. Merci Anir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain. Vous retrouverez Jdia qui aura comme invité Marc Crépin et Kherdin Kati, qui vont nous parler d'un sujet passionnant, un autre pan de la culture amazigh, c'est la musique kabyle et un chant de la musique traditionnelle, mais très vivace et très vivante. Merci, à demain. Merci. À bientôt.